C'est dans mes précédents spectacles, il y en a qui sont venus me voir, notamment dans mes précédents spectacles, où j'ai eu un spectacle à la Louvière, au Stuart. Il y avait une soixantaine de personnes, c'était très bien. Alors je vais commencer en disant que La Fontaine édifie de la vie contemplative et visionnaire, jusqu'à s'oublier lui-même et se perdre dans le grand tout. On peut presque dire qu'il végète, qu'il vit, il est là, dans le taillis, dans la clairière, la tête sous les feuilles, le pied dans les mousses, identifié à lui-même et à la solitude. Et que fait-il? Il travaille. Fable et moralité, poésie et philosophie, poésie étrange, composée de tous les sens que la nature a de rêve. Je commence. Je vais commencer avec la fable Le laboureur et ses enfants. Ça, c'est très bien, cette fable-là, j'aime bien, parce qu'on l'a dit souvent à nos élèves, quand ils n'écoutent pas avec ton professeur, on leur dit travaillez, travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver, vous en viendrez à bout. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main passe et repasse. Le père, mesdames et messieurs, mort, les fils vous retournent de champ, de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il leur rapporta davantage d'argent, point de cachet, mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Et toute la moralité de cette fable, là, c'est de montrer à l'élève la puissance qu'on peut avoir quand on travaille. C'est que maintenant, oui, parce que maintenant, les élèves, ils n'ont plus cette puissance de travail. Ils ont simplement envie de... On a beaucoup de difficultés à leur montrer que le travail est un trésor, justement, à les puiser dans des dictionnaires. Non, ils puisent dans leur GSM, dans leur smartphone, des choses incohérentes qu'on pouvait trouver dans le dictionnaire. Nous avons connu. Qui a connu le dictionnaire? Parmi tous. On a tous connu le dictionnaire. Les jeunes, eux, connaissent maintenant le smartphone. Et ça qui est très important, c'est de leur dire et de les motiver. Parce que, comme on dit, les psychologues disent, la motivation est une impulsion qui nous pousse à agir vers un but déterminé. C'est quoi ce but? C'est de vouloir comprendre les choses et de faire comprendre à l'élève, lui dire, voilà, tu vas y arriver, tu vas y arriver et donner le meilleur de toi-même. Voilà. Moi, je parle en tant qu'enseignant puisque je suis enseignant. Alors, la deuxième fable que je vais vous proposer, c'est le Satyre et le Passant. La première fable que j'ai déclamée devant Fabrice Lucchini et Jean-Laurent Cochet. Donc, c'était les cours Jean-Laurent Cochet. Donc, j'étais debout, je tremblais. Maintenant, ça va, mais enfin, je tremble toujours. Mais j'ai déclamé cette fable, le Satyre et le Passant. Au fond d'un antre sauvage, un satyre et ses enfants allaient chercher leur potage et l'écuelle aux dents. On les eut vus sur la mousse, lui, sa femme et Main Petit. Ils n'avaient tapis ni mousse, mais tous fort bon appétit. Pour se sauver de la pluie, entre un passant morfondu. Au brouet, on le convie, il n'était pas entendu. Son hôte n'eut pas la peine de le semondre 2 fois. D'abord, avec son haleine, il lui réchauffe les doigts. Puis, sur le mets qu'on lui donne, délicat, il souffle. Son hôte, s'en étant, lui dit, notre hôte, à quoi bon ceci? L'un refroidit mon potage, l'autre réchauffe ma main. Vous pouvez, dit le sauvage, reprendre votre chemin. Ne plaise au Dieu que je couche avec vous sous même toit. Arrière, sur la bouche, je souffle le chaud et le froid. L'homme et son image. C'est très bien cette fable-là parce que si vous ne vous aimez pas, ne regardez pas dans un miroir. Alors si vous vous aimez, vous regardez, vous dites je suis le plus beau, je suis toujours le plus beau. Avoir toujours une attitude positive de soi-même. Et ici, c'est cet homme qui est amoureux de lui-même, vous allez voir. Un homme, l'homme et son image, qui s'aimait, sans avoir de rivaux, passait dans son esprit pour le plus beau du monde. Il accusait toujours les miroirs d'être faux, vivant plus que content dans son erreur profonde. Afin de le guérir, le sort officieux présentait partout à ses yeux des conseillers muets, dont se servent nos dames. Miroir dans les logis, miroir chez les marchands, miroir aux poches des galants. Que fait notre Narcisse? Il se va confiné aux lieux les plus cachés qu'il peut imaginer, n'osant plus des miroirs éprouver l'aventure, mais un canal formé par une source pure se trouve en ces lieux écartés, il s'y voit, il se fâche, il fait tout ce qu'il peut pour éviter cette eau, mais quoi? Le canal est si beau qu'il ne le quitte qu'avec peine. On voit bien où je veux venir. Cet homme, c'est cet homme amoureux de lui-même. Tant de sottises, ce sont les défauts d'autrui, défauts de nos princes légitimes, et quant au canal, c'est celui que chacun sait, le livre des maximes. Je vous laisse méditer là-dessus.
Ah, le renard et les raisins. Eh oui, quand on veut aider son grand-père ou sa grand-mère, et on dit, tu vas m'aider aujourd'hui, tu vas aller prendre des raisins à l'arbre, tu vas voir. Non, c'est pas vrai, j'ai pas envie de les prendre parce que je ne les aime pas. Regardez cette femme, écoutez. Certains renards gascons, d'autres disent normands, mourant presque de faim, vit au haut d'une treille des raisins mûrs apparemment couverts d'une peau vermeille. Le galant me fait volontiers un repas. Ils sont trop verts, dit-il, et bons pour les goujats. Fit-il pas mieux que de se plaindre? Elle écoute, mais elle n'est pas facile. La poule aux œufs d'or. Vous connaissez la poule aux œufs d'or? Qui connaît la poule aux œufs d'or? La fable. Oui? Alors, je dis le début, je dirais le début, et après vous dites la suite, alors le milieu et la fin. Mademoiselle, Oh, tu la connais aussi, la poule aux œufs d'or? Mais c'est magnifique ça! Alors, l'avarice perd tout en voulant tout gagner. Je ne veux pour le témoigner que celui dont la poule a, ce que dit la fable, pondait tous les jours un œuf d'or. Il crut que dans son corps elle avait un trésor. Il la tua, l'ouvrit et la trouva semblable à celle dont les œufs ne lui rapportaient rien, s'étant lui-même ôté le plus beau de son bien. Belle leçon pour les gens chiches. Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vu qui du soir au matin sont pauvres devenus pour vouloir trop tôt être riches? Viens. Viens, tu viens ici, viens. Tu as la chaise assise pour toi. Tu vas essayer de dire la fin, tu m'as dit que tu la connaissais. Tu veux la dire debout ou assis? C'est debout. Alors tu restes un peu debout, alors vas-y. Je l'ai dit. Tu dois la raconter. C'était une poule que. Avec la fable, dis la fable, tu ne sais pas. L'avarice perd tout en voulant tout gagner. Ah, tu ne connais pas la fable? C'est dans une autre version que j'ai lue. Ah, mais c'est pas grave, mais raconte ta version. Du coup, tous les matins, une poule fondait un œuf d'or. Et du coup, sa femme, elle était elle aimait vraiment l'argent. Du coup, elle a dit à son mari de la tuer directement pour récupérer tout l'air qu'il y avait dans son corps. Et du coup, l'homme accepta, il prit la poule, il la tua, mais il ne trouva rien. Donc voilà. Et s'il fallait faire une morale de ça, qu'est-ce que tu dis? Qu'il ne faut pas vouloir trop d'argent, hein, de plus que ce qu'on a. C'est très bien, tu veux la laisser, on l'applaudit. C'est bien. C'est bien. est-ce qu'on peut applaudir après chaque fable? Pardon? Est-ce qu'on peut applaudir à la fin de chaque Ah, mais ça, c'est vous qui voyez, madame. Vous pouvez. Vous pouvez. Ça ne vous perturbera pas, ça va Non. vous encourager. Alors, nous avons des grenouilles qui demandent un roi. Les grenouilles se lassant de l'État démocratique par leur clameur firent tant que Jupin les soumit au pouvoir monarchique. Il leur tomba du ciel un roi tout pacifique. Ce roi fit toutefois un tel bruit en tombant que là, gens marécageuse, gens fort sotte et fort peureuse, ça l'a caché sous les eaux, dans les joncs, dans les roseaux, dans les trous du marécage, sans oser de longtemps regarder au visage. Celui qu'elle croyait être un géant nouveau. Or, c'est quelqu'un sous niveau, de qui la gravité fit peur à la première, qui de le voir s'aventurant, osa bien quitter sa tanière. Elle approcha, son tremblant, une autre la suivit, une autre en fit autant, il en vint une fourmilière, et la troupe enfin se gardit familière. Un petit trou qui arrive en tant que comédien. Et leur troupe à la fin se rendit familière jusqu'à sauter sur l'épaule du roi. Jusqu'à sauter sur l'épaule du roi. Et leur troupe à la fin se rendit familière jusqu'à sauter sur l'épaule du roi. Le bon sire le souffre et le tient toujours quoi? Et Jupin en a bientôt la cervelle rompue. Donnez-nous, dit ce peuple, un roi qui se remue. Donnez-nous, dit ce peuple, un roi qui se remue. Le monarque des dieux le renvoie une grue qui les croque, qui les tue, qui les gobe à son plaisir. Et Jupin de leur dirait quoi?
Votre désir assez loin croit-il nous astreindre? Vous avez dû, premièrement, garder votre gouvernement. Mais ne l'ayant pas fait, il vous devait suffire que votre roi fût débonnaire et doux. De celui-ci, contentez-vous, de peur de rencontrer un pire. Le loup et l'agneau. On inspire. Un loup se désaltérait dans le courant du monde pur. Un agneau se désaltérait dans le courant du monde pur. Un loup survint à jeun qui cherchait aventure et que la faim en ses dieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal plein de rage. Sire, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant plus de 20 pas au-dessous d'elle et que par conséquent je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu médis l'an passé. Mais ce n'est pas moi, si ce n'est toi, c'est donc ton frère, je n'en ai point, c'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos brebis et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange sans autre forme de procès. Voilà. La génisse, la chèvre et la brebis en société avec le lion. Fameuse fable, hein, ça. La génisse, la chèvre et leur sœur la brebis, avec un fier lion, seigneur du voisinage, firent société, dit-on au temps génisse, et mirent en commun le gain et le dommage. Dans les lacs de la chèvre, un cerf se trouva pris, vers ses associés aussitôt, elle envoie, eux venus, le lion par ses ongles compta et dit, nous sommes 4 à partager la proie. Puis en autant de part le cerf, il dépeça, prit pour lui la première en qualité de cire. Elle doit être à moi, dit-il, et la raison, c'est que je m'appelle Lion, et à cela, l'on n'a rien à dire. La seconde, par droit, me doit échoir encore. Ce droit, vous le savez, c'est le droit du plus fort. Comme le plus vaillant, je prétends la troisième. Si quelqu'une de vous touche à la quatrième, je l'étranglerai tout d'abord. Merci. Les deux mulets cheminaient, l'un d'avoine chargé, l'autre portant l'argent de la gabelle. Celui-ci, glorieux d'une charge si belle, n'eût voulu pour beaucoup en être soulagé. Il marchait d'un pas relevé et faisait sonner sa sonnette. Quand l'ennemi se présentant, comme il en voulait à l'argent sur le mulet, du fisc, une troupe se jette, le saisit au frein, et l'arrête. Ce mulet qui me suit du danger se retire, et moi j'y tombe et je péris. Ami, lui dit son camarade, il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi. Si tu n'avais servi qu'un meunier comme moi, tu ne serais pas si malade. Le rat de ville et le rat des champs. Autrefois, le rat des villes habita le rat des champs d'une façon forcive. Il a des reliefs d'ortolan. Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouva mis. Je laisse à penser la vie que firent ses deux amis. Le régal fut fort honnête, rien ne manquait au festin. Mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Le rat de ville détale, son camarade le suit. Le bruit cesse, on se retire, en campagne aussitôt, et le citadin de dire « C'est assez !» Demain, vous viendrez chez moi. Ce n'est pas que je me pique de tous vos festins de roi, mais rien ne vient m'interrompre. Je mange tout à loisir. Adieu donc, fille du plaisir, que la crainte peut corrompre. Merci. Le rat et l'éléphant. Se croire un personnage est fort commun.